Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de rencontre. Le président chinois Xi Jinping vient de terminer sa tournée en Amérique latine qui l'a amené à Trinité et Tobago, au Costa Rica et au Mexique. Le 7 juin, il a rencontré le président Obama pour la première fois en tant que président chinois, une rencontre dont l'importance est évidente. Et pour décrypter l'importance de cette rencontre, nous recevons aujourd'hui le président de l'Institut des études internationales, M. Chu Xing. Bonjour M. Chu, bienvenue sur notre plateau. Et avant de commencer, nous regardons ensemble un reportage. Ces derniers mois, les échanges entre les États-Unis et la Chine ont été très fréquents. Le 27 mai, le président Xi Jinping a rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale, Thomas Donilon, à Beijing, préparant ainsi la rencontre avec le président américain Barack Obama. Les relations sino-américaines se trouvent à une étape cruciale. La rencontre entre les deux dirigeants devrait stimuler le développement à long terme de relations sino-américaines fortes et promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde. La communication stratégique sera une des priorités. Une chance pour les deux dirigeants de construire des liens bilatéraux différemment de ce qui a pu être fait par le passé. Mais les deux parties ont un besoin urgent de renforcer leur confiance mutuelle. Face à ce nouvel environnement international, la Chine et les États-Unis se sont mis d'accord pour faire des efforts conjoints dans la construction d'un partenariat de coopération et d'exploration de nouveaux types de relations entre les grandes puissances du monde. Durant sa visite aux États-Unis, en qualité de vice-président en février de l'année dernière, Xi a déclaré que la vaste région du Pacifique était suffisamment grande pour que s'y développent à la fois la Chine et les États-Unis et que cela devrait les engager dans une voie positive. Et nous venons de voir en 2012, l'année dernière, Xi Jinping a rencontré Obama en tant que vice-président à Washington. Mais cette fois-ci, c'est en qualité de président chinois qu'il s'est rendu en visite aux États-Unis. Mais on dit que c'est une visite, c'est une rencontre sans cravate, sans costume et sans cérémonie. Donc, d'après vous, quelle est la signification de cette rencontre à Ann Arbor, en Californie? D'abord, ce n'est pas une visite officielle, ce n'est pas une visite d'État, c'est informel. C'est une rencontre informelle. Quand c'est informel, donc tout est flexible. Du point de vue protocolaire, ce n'est pas la peine d'arranger la cérémonie d'accueil où vous passez en revue les soldats représentant les trois armées, vous organisez la réception diplomatique, vous prononcez des discours au Parlement, donc tout est flexible. Donc est-ce que c'est pareil comme la rencontre entre George Bush et Poutine? Ah oui, en quelque sorte. Donc cela fournirait beaucoup de temps pour les deux présidents de discuter des problèmes plus sérieux dans une atmosphère plus détendue. Donc ça prouve aussi qu'un lien de travail établi entre deux chefs de l'État et aussi une amitié personnelle établie entre les deux individus, comme les chefs de l'État des deux grands pays, la Chine et les États-Unis. Donc la communauté internationale pensait que la première rencontre entre Obama et Xi Jinping se tiendrait au mois de septembre à l'occasion du 8e sommet du G20, mais donc pourquoi cela s'est-il passé au mois de juin? Vous savez, depuis l'arrivée à la présidence de M. Xi Jinping comme président de la République populaire de Chine, deux mois, un peu plus de 2 mois seulement, la diplomatie chinoise a présenté déjà une très grande envergure. Donc, Xi Jinping a visité la Russie, est allé en Afrique, et cette fois-ci en Amérique latine. Et le premier ministre Li Keqiang est allé en Europe, et le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a visité les pays de l'Asie du Sud-Est, et le ministre des Affaires de l'État, M. Yang Jiechi, a visité la Mongolie. La Chine a aussi invité François Hollande, le président de la France, venu invité en Chine pour effectuer une visite de l'État. Donc, dans toutes ces activités diplomatiques,
vous sentez une petite l'absence d'un grand pays qu'est les États-Unis. Bien sûr, 3 ministres du gouvernement américain sont déjà venus en Chine rencontrer M. Xi Jinping. Mais quand même, un lien en direct entre les deux chefs de l'État faut encore attendre. Dans ce cas-là, donc, bien sûr, il était programmé au mois de septembre à Saint-Pétersbourg, à l'occasion du G20. Mais vous savez, à ce moment-là, il y aura 20 chefs de l'État, plus quelques chefs des organisations internationales. Comme tout le monde souhaite rencontrer tout le monde, ça fait au moins une centaine de rencontres bilatérales. Dans ce cas-là, le temps pour une discussion sérieuse reste très très limité. Donc maintenant aussi, au G20, je pense que encore M. Xi Jinping et M. Obama vont rencontrer à G20. Et maintenant aussi, la rencontre dure 1 heure. Donc la moitié du temps sera consacré à la traduction. Et reste 30 minutes, partagées par 2, c'est-à-dire que pour chaque chef de l'État, il n'y a que 15 minutes pour exprimer ses idées. Donc ça ne suffit pas. Alors, dans ce cas-là, aux États-Unis cette fois-ci, comme c'est une rencontre informelle, donc les 2 présidents peuvent se débarrasser de toute cérémonie protocolaire. Donc ils auront plus de 7 heures pour la discussion. Donc ce sera la discussion approfondie sur des sujets assez larges. Oui, comme vous avez dit, on obtiendrait de bons résultats satisfaisants quelquefois dans des circonstances un peu privées ou personnelles, n'est-ce pas? Donc, quelles ont été les questions ou bien les problèmes abordés, les sujets abordés lors de cette rencontre? Vous savez, comme la Chine et les États-Unis sont les 2 pays les plus représentants du monde. Les États-Unis est le pays le plus développé, la Chine est un pays en voie de développement. Donc c'est aussi le numéro 1 et le numéro 2 en ce qui concerne l'importance économique. Alors dans ce cas-là, les intérêts communs s'étendent sur tous les domaines. Concernant les sujets de cette rencontre, je pense qu'à partir des problèmes comme la situation en Asie orientale, la péninsule coréenne, les relations entre la Chine et le Japon, les disputes sur les îles de la Chine méridionale, de la mer de Chine méridionale, et aussi des problèmes comme la sécurité d'Internet, aussi la situation au Moyen-Orient, la situation en Syrie, le problème de la dénucléarisation en Iran. Donc il y a beaucoup de problèmes à aborder par les 2 chefs de l'État. C'est-à-dire on va toucher ou bien on va parler des problèmes ou bien des divergences sensibles. Bien sûr, entre la Chine et les États-Unis, il y a d'abord beaucoup de convergences. Parce qu'il y a beaucoup de défis communs pour les 2 pays, pour toute la communauté internationale. La Chine et les États-Unis doivent combiner de leurs efforts pour faire face à tous ces défis. Il y a aussi des sujets de divergence concernant les perceptions différentes de ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. Il y a aussi concernant les sujets bilatéraux. Par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure le problème de la sécurité d'Internet. Aussi concernant les problèmes de l'intégrité territoriale de la Chine, comme le problème de Taïwan et le problème de la rencontre de Dalai Lama avec les chefs de l'État étrangers. Et tout cela, ça aussi, ça peut être des problèmes à aborder par les 2 présidents. Et selon certains médias, cette visite présidentielle vise à relancer le partenariat stratégique et la Chine veut construire de nouveaux liens entre les grandes puissances. Donc, M. Xu, selon vous, en quoi vont-ils être nouveaux pour les 2 pays? Vous savez, la Chine est en train de proposer un nouveau type de relations entre les grandes puissances. Et pourquoi cette proposition? Parce que dans l'histoire, on voit que chaque fois qu'il y a une puissance émergente,
cette puissance émergente cherche toujours à changer l'ordre, donc porter atteinte aux intérêts des puissances établies. Dans ce cas-là, les relations enfin deviendront des relations hostiles et souvent finies par la guerre. Donc cela est devenu presque une logique historique. Maintenant, la Chine commence à s'émerger. Alors tout le monde parle, enfin, à la communauté internationale, il y a des observateurs qui s'inquiètent de voir ce genre de logique historique réinstalle entre la Chine et les États-Unis. Dans ce cas-là, la Chine souhaite briser ce cercle vicieux et conduire les relations avec les États-Unis dans une nouvelle situation. Donc, pour créer le gâteau plus grand et donc assurer que chacun ses intérêts. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel de ce nouveau type de relations entre les puissances. D'accord. Et la rencontre entre Xi Jinping et Obama à Anneberg peut-elle être l'occasion de remodeler les liens sino-américains, l'une des relations bilatérales les plus importantes du monde? Et dans ce nouveau contexte international, quels sont les points les plus importants des relations sino-américaines? Élément de réponse avec ce reportage. La Chine et les États-Unis entrent dans une ère de l'établissement de nouveaux liens entre les deux pays. Mettre en place de nouveaux liens entre grandes puissances est une proposition qui a été avancée par Xi Jinping lors de sa visite aux États-Unis en tant que vice-président, une proposition à laquelle les États-Unis ont favorablement répondu. Actuellement, les États-Unis et la Chine sont l'un et l'autre leur deuxième partenaire commercial respectif. En 2012, les échanges commerciaux ont atteint 484,6 milliards de dollars. La Chine et les États-Unis viennent de terminer à Qingdao le 9e tour de discussion sur un accord d'investissement. Un accord bilatéral de libre-échange est également en train de prendre forme. Dans le rapport La prochaine décennie des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, progresser plus avant vers une coopération mutuellement bénéfique, publié le 4 juin, il est mentionné qu'en 2022, la Chine et les États-Unis seront vraisemblablement devenus les deux plus gros partenaires commerciaux de la planète. Cette année, la coopération sino-américaine a mis en valeur de nouveaux points importants, dont la coopération sur le changement climatique et la coopération en matière de sécurité Internet. En revanche, pour ce qui est du domaine militaire, les désaccords sont plus tenaces, comme par exemple sur les ventes d'armes à Taïwan ou sur les dossiers des disputes en mer de Chine méridionale, de la RPDC ou de la Syrie. Le rééquilibrage de la stratégie militaire américaine en Asie-Pacifique est certainement la cause principale de la défiance chinoise vis-à-vis de son partenaire américain. Monsieur Chu, suite aux nombreux changements des relations internationales, les liens entre la Chine et les États-Unis font face à de nouveaux défis. Donc, selon vous, quels sont-ils les nouveaux défis? Je pense que le plus grand défi, c'est le niveau relativement bas de la confiance mutuelle entre la Chine et les États-Unis. Donc, les États-Unis, comme la Chine est devenue aujourd'hui le numéro 2 de l'économie mondiale, les États-Unis ont l'impression que la Chine va dépasser les États-Unis un jour. Donc les États-Unis s'inquiètent de voir si un jour il sera dépassé par la Chine et donc sa dominance de ce monde subira un défi de la part de la Chine. Donc ça c'est la part de l'absence de confiance des États-Unis à l'égard de la Chine. En ce qui concerne la Chine, beaucoup de Chinois pensent que comme les États-Unis considèrent la Chine comme un défi, donc les États-Unis prennent des mesures pour endiguer la Chine, pour contenir la Chine, pour ralentir le développement de la Chine. Donc ça, c'est la perception de beaucoup de Chinois. Donc là, il y a un degré de non-confiance de part et d'autre. En ce qui concerne la Chine ne souhaite pas du tout défier qui que ce soit. La Chine souhaite tout simplement se concentrer sur la construction économique et sociale en Chine pour améliorer le niveau de vie du peuple. Mais le problème est que quand les États-Unis pensent que la Chine va être un défi aux États-Unis, ils prendront des mesures pour faire face à ce soi-disant une menace ou un défi. Donc là, ça crée quelque chose qui souvent ne va pas très bien entre la Chine et les États-Unis. C'est ça, je pense que c'est un plus grand défi. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, la
RBDC, les relations entre les deux armées, et le changement climatique et la sécurité d'Internet sont les principaux sujets abordés lors de cette rencontre. Donc pour les téléspectateurs, ce qui leur intéresse le plus peut-être c'est le voisin nord-coréen. Ils se demandent si la guerre veut embraser la péninsule nord-coréenne. Donc quels sont les points de friction et les rapports de force entre la Chine, les États-Unis et la RBDC? Vous savez, parmi les défis, bien sûr, se figure le problème de la péninsule coréenne. Donc, entre la Chine et les États-Unis, il y a des points convergents. Le point convergent, c'est aucun d'entre eux ne souhaite voir la nucléarisation militaire de la Corée du Nord. Tous les deux pays s'opposent fermement à ce que la Corée du Nord adapte une arme nucléaire. Ça, c'est le point commun. Mais il y a aussi des points différents. La divergence, c'est que concernant l'avenir de la Corée du Nord, les États-Unis auraient souhaité l'effondrement du gouvernement, même la disparition de ce régime. Et la Chine penserait que la Chine encouragerait la Corée du Nord à adopter une politique d'ouverture et aussi de réforme dans l'ordre et dans la stabilité. Et ceci pour améliorer les relations intercoréennes, c'est-à-dire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Dans ce cas-là, à l'avenir, il y aura une réunification des deux Corées sur une base pacifique. Donc, est-ce que la Corée du Nord doit disparaître ou continuer à exister avec une ouverture et la réforme? Je pense que là, c'est deux points différents entre la Chine et les États-Unis. Et concernant le Japon, par exemple, bien sûr, il y a une dispute entre la Chine et le Japon concernant les îles Diaoyu. Et les États-Unis, officiellement, les États-Unis déclarent que le gouvernement américain n'a pas de position sur la souveraineté de ces îles, mais en fait, le gouvernement américain aussi déclare que les États-Unis ont l'obligation de défendre le Japon, et cela encourage les Japonais à avancer encore plus dans la violation de la souveraineté de la Chine sur les îles Diaoyu. Mais en même temps, il y a aussi des choses de la part du Japon qui inquiètent les Américains. Parce que avec l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe, on voit Shinzo Abe souhaite modifier la constitution. La constitution japonaise, soi-disant pacifique, était adoptée sous l'égide des Américains dans les années 50. Et Shinzo Abe souhaite modifier pour avoir le droit de déclencher la guerre. Ça, c'est quelque chose de capital. Shinzo Abe essaye de remettre en cause l'ordre international après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, ça inquiète les Américains. Donc la Chine et les États-Unis ont intérêt de discuter de ces problèmes et de trouver des solutions. Selon un rapport publié récemment sur la prochaine décennie des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, en 2022, la Chine et les États-Unis deviendront les deux principaux ou bien les deux plus gros partenaires commerciaux du monde, et la Chine détrônera alors le Mexique en tant que plus gros importateur des produits américains. Donc on prend en considération du taux de chômage très élevé aux États-Unis et la mauvaise situation d'emploi des diplômés des universités de la Chine. Est-ce que cela signifie que le commerce bilatéral jouera un rôle de plus en plus dans les relations bilatérales? Vous avez raison à cet égard. Bien sûr, aux États-Unis, il y a un problème de chômage très grave. En Chine, les diplômés des universités ont aussi du mal à trouver un emploi idéal. Donc, si la Chine et les États-Unis coopèrent plus, il y aura une situation gagnant-gagnante. Le point, c'est-à-dire une tâche du gouvernement chinois
est de réajuster la structure économique de la Chine. La structure économique de la Chine, ça veut dire que l'économie chinoise dépendra beaucoup plus de la demande intérieure que du commerce extérieur. Donc d'ici 5 ans, la Chine va importer des produits dont la valeur arrivera au-delà de 1000 milliards de dollars. Donc cela présenterait beaucoup d'occasions aux États-Unis d'augmenter ses exportations vers la Chine. Je pense que là, ce sera une situation gagnant-gagnante. Bien sûr, cela exige une condition, une confiance politique préalable. C'est à cet égard aussi que les deux présidents vont échanger des points de vue. Mais si dans les 10 à 15 ans à venir, si l'économie chinoise dépassera les États-Unis, est-ce qu'il y a une tendance de glisser vers un rapport conflictuel dans les relations bilatérales? Vous savez, même si le PIB de la Chine dépasse celui des États-Unis, si on pense à revenu par habitant, PIB par tête habitant, la Chine restera encore loin derrière les États-Unis. Donc ça veut dire que pendant longtemps encore, la Chine restera un pays en voie de développement. Et même si un jour la Chine devient un pays aussi développé que les États-Unis, est-ce qu'il y a il y aura une situation conflictuelle? Ça dépend. Ça dépend surtout de l'intention politique de part et d'autre. Et c'est pourquoi le gouvernement chinois propose dès aujourd'hui d'installer un nouveau type de relations entre les puissances. Et la Chine se réjouit de voir que les Américains répondent d'une façon favorable à la proposition chinoise. Cette fois-ci, les deux dirigeants rencontrent 3 mois auparavant. C'est aussi une nouvelle épreuve. C'est aussi une nouvelle preuve de la bonne intention de part et d'autre de construire une relation de nouveau type. Donc avant de se rendre aux États-Unis, Xi Jinping a visité des pays d'Amérique latine. Donc voyons ensemble un reportage. Trinité et Tobago est une nation insulaire de la mer des Caraïbes dans la zone latino-américaine. Les relations bilatérales ont été établies le 20 juin 1974, ce qui fait de l'île l'un des premiers pays de la zone caribéenne à avoir établi des liens diplomatiques avec la Chine. Les liens se sont depuis développés de façon stable et les relations commerciales ont sans cesse progressé. Lors de sa visite, Xi Jinping a rencontré le président Carmona, la première ministre Bicessar et le président du Parlement et du Sénat. Il a également assisté à la cérémonie de lancement des travaux de l'hôpital pour enfants Cuva. Pour la deuxième étape de sa tournée en Amérique, Xi Jinping s'est rendu au Costa Rica qui établit ses relations diplomatiques avec la Chine en 2007. En août 2012, la présidente Chinchilla a effectué une visite d'État en Chine. Le Costa Rica était déjà à ce moment-là le plus grand partenaire commercial de la Chine en Amérique centrale et une destination des investissements chinois. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Costa Rica avec 4,728 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2011. Lors de sa visite, Xi Jinping a eu une discussion avec la présidente Chinchilla et a rencontré le président de l'Assemblée législative Mendoza. Le Mexique est l'un des premiers pays d'Amérique latine à avoir établi des liens avec la Chine. Le Mexique est un marché émergent d'importance et il fait partie du G20. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Mexique qui, lui aussi, est le deuxième partenaire commercial de la Chine en Amérique latine. Les douanes chinoises indiquent qu'en 2012, les échanges commerciaux sino-mexicains ont atteint 36,68 milliards de dollars. Xi Jinping s'est entretenu avec le président Enrique Peña Nieto et a prononcé un discours devant le Sénat mexicain. Les deux parties ont par la suite signé une série d'accords de coopération commerciale et scientifique et publié une déclaration commune. Ce faisant, ils ont consolidé et développé le partenariat stratégique sino-mexicain. Il s'agit de la première visite du président chinois Xi Jinping après sa prise de fonction dans des pays d'Amérique latine. Donc la première fois a toujours une signification très importante pour les Chinois. Donc comment analysez-vous cette visite? C'est une visite extrêmement importante. Importante parce que, comme vous avez évoqué, 2 mois seulement après la prise de fonction de M. Xi Jinping,
il est déjà arrivé en Amérique latine. C'est la première fois non seulement pour M. Xi Jinping, comme chef de l'État, de visiter les pays de l'Amérique latine, mais aussi c'est la première fois pour qu'un chef de l'État qui visite l'Amérique latine aussitôt après la prise de sa fonction. Aussi, cette visite présente une série de nouveautés. Nouveautés, par exemple, M. Xi Jinping a visité 3 pays latino-américains, donc 2, Trinité et Tobago et Costa Rica. Les 2 pays sont des pays où les chefs de l'État de la Chine ne se sont jamais rendus. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc ça prouve l'intention du gouvernement chinois d'élargir davantage les relations de coopération avec l'Amérique latine. Mais aussi une autre nouveauté. Une autre nouveauté parce que M. Xi Jinping a invité d'autres chefs de l'État à venir dans ces pays-là pour un entretien bilatéral. Ça veut dire que par le nombre de pays, M. Xi Jinping a visité 3 des pays latino-américains, mais à ce seul coup, il a rencontré peut-être 7, 8 chefs de l'État américains. Donc c'est une autre nouveauté. Donc ces visites ouvrent une nouvelle perspective pour les relations entre la Chine et l'Amérique latine. Ça va augmenter la compréhension entre les 2 peuples. Ça va aussi créer plus de coopération, plus d'occasions de coopération. Ça va renforcer la coopération non seulement bilatérale, mais aussi dans des circonstances multilatérales. Et coïncidence, alors que Xi Jinping entamait sa visite en Amérique latine, le vice-président américain Biden terminait la sienne, une tournée dans 3 pays qu'il a amené également à Trinité et Tobago. Donc les médias étrangers y voient une offensive de la Chine sur l'arrière-cour des États-Unis. Donc quel est votre point de vue? Je pense que c'est une coïncidence que M. Xi Jinping et M. Joe Biden visitent à peu près le même temps des pays latino-américains. C'est une coïncidence. Ceci dit, aujourd'hui la communauté internationale est globalisée. Donc les visites de part et d'autre, les échanges de part et d'autre sont multipliés. Donc c'est tout à fait normal que le dirigeant de la Chine visite des pays étrangers. Et l'idée de l'arrière-cour est une idée très très ancienne. Très très ancienne, ça date à l'époque de la colonisation. Donc aujourd'hui, tous les pays sont indépendants, tous les pays sont égaux. Personne n'est l'arrière-cour de personne. Donc je rejette cette idée de l'arrière-cour. Mais il est quand même encore difficile de ne pas penser à la stratégie d'Obama du retour en Asie-Pacifique. Donc cette fois-ci, la visite de Biden, est-ce que cela signifie une modification de cette stratégie? Il va se tourner vers les pays d'Amérique latine Vous savez, les États-Unis n'ont jamais quitté l'Asie. Donc dans ce cas-là, le problème de retour des États-Unis en Asie-Pacifique dénué de tout fondement. Donc c'est pourquoi les États-Unis commencent à parler d'une stratégie de rééquilibrage. Rééquilibrage, c'est-à-dire rééquilibrer la présence militaire américaine dans différentes parties du monde. Rééquilibrer la balance de force en Asie. Mais les États-Unis ont la superpuissance. Les États-Unis s'occupent de tout ce qui se passe dans ce monde. Je ne pense pas que les États-Unis, même si avec cette stratégie de rééquilibrage, je ne pense pas que les États-Unis pourront quitter soit l'Amérique latine ou le Moyen-Orient ou l'Europe. Donc comment cette visite